l'heure pour terminer, on va prendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut... Alors mon but est donc de rechercher ce qui caractérise l'antimilitarisme et de voir quelques œuvres qui peuvent en porter témoignage. Alors tout d'abord, je crois qu'il faut distinguer antimilitarisme et pacifisme, même si très souvent ils ont des points communs. Toutefois, on peut trouver des antimilitaristes qui ne sont pas pacifistes, et on en voit même au cours de la guerre de 14. Je pense à une citation du livre de Manning, un Anglais qui a fait la campagne de la Somme, et dans son livre « Nous étions des hommes », un de ses soldats dit « Cette guerre serait plus acceptable s'il n'y avait pas l'armée ». Alors, on trouve bien sûr beaucoup de textes antimilitaristes, mais qui ne sont pas forcément littéraires. Je pense aux tracts, aux brochures, etc. Et donc, moi, je vais me contenter, avec beaucoup de guillemets, de ce qui constitue la littérature, c'est-à-dire les romans, le théâtre, mais aussi les chroniques et aussi les témoignages, parce qu'il y a un certain nombre de témoignages faits par les participants, notamment de la guerre de 14, qui sont des œuvres littéraires. Alors tout d'abord, si on cherche dans le dictionnaire une définition de l'antimilitarisme, on s'aperçoit que c'est un mot récent, qui apparaît à la fin du XIXe siècle. Alors le militarisme, c'est un mot qui est apparu avant, mais l'antimilitarisme, c'est la fin du XIXe. Alors le fait est bien sûr antérieur, et j'essaierai de le montrer. Il s'agit donc dans l'antimilitarisme de dénoncer la prépondérance de l'armée dans la vie de la société, de dénoncer l'obéissance aveugle, la perte d'identité qui accompagne la vie en troupeau, et de dénoncer aussi la gloire militaire comme étant particulièrement une fausse gloire, ainsi que le goût des armes. Alors je vais commencer, puis après je remonterai dans le temps, par essentiellement la guerre de 14, parce que bien sûr, d'abord c'est le sujet du colloque, mais aussi c'est au cours de la guerre de 14 et autour de la guerre de 14 qu'on trouve un grand nombre d'œuvres antimilitaristes. Alors, on dénonce bien sûr l'autoritarisme avec sa discipline stupide, inefficace et parfois mortelle. Je pense qu'un des très bons exemples nous en est fourni par le livre de Hašek, Le brave soldat Švec, qui nous présente ce soldat en butte aux autorités militaires. Et ce soldat nous présente un colonel, je cite, qui considérait le salut militaire comme une chose dont dépendait la victoire de la guerre et sur laquelle reposait toute la force de l'armée. On voit déjà l'autoritarisme le plus stupide. On pourrait prendre également l'œuvre de Courteline, Les gaietés de l'escadron, qui certes là se place en dehors d'une période de guerre, mais qui fournit de nombreux exemples de cette stupidité. Donc l'autoritarisme s'accompagne de l'obéissance aveugle qui est demandée aux soldats, et Švec, lui encore, commence toutes ses réponses, vous vous en souvenez sans doute, par « je vous déclare avec obéissance » et ensuite il poursuit. Je voudrais prendre un autre exemple, c'est le livre d'Emilio Lussu, donc un auteur italien, pas du tout contre la guerre puisqu'il s'y est engagé, mais antimilitariste, je pense qu'on peut le dire, dans son témoignage qui s'appelle « Les hommes contre ». Il donne plusieurs exemples d'ordre stupide qui conduisent les soldats à une mort certaine et inutile. Et je pense à un exemple très particulier où un colonel ordonne à un soldat, il lui demande s'il est volontaire pour une mission. Ce soldat très courageux, il l'a montré plusieurs fois, et n'est pas volontaire parce qu'il sait que c'est une mission à la fois inutile et qui le conduit à une mort absolument certaine et quasi immédiate. Et donc, comme il ne s'est pas porté volontaire, le colonel lui donne l'ordre d'accomplir cette mission. À ce moment-là, le soldat répond « Oui, mon colonel, si vous me donnez un ordre, je ne peux que l'exécuter. » Et il va l'exécuter, sachant qu'il va à une mort certaine, et effectivement, il meurt. Un autre livre, qui est « Clavel soldat » de Werth, rapporte, on y trouve les propos d'un colonel qui dit... Alors c'est un sous-lieutenant qui rapporte ses propos. Et il dit, donc je cite toujours, « Il trouvait qu'il n'y avait pas dans le régiment assez d'animosité contre l'ennemi, que les hommes s'endormaient dans la torpeur de la tranchée.
Il nous a donné l'ordre d'envoyer des patrouilles, même inutiles, quitte à perdre quelques hommes. Ainsi, l'animosité augmentera. Une patrouille inutile, une patrouille pédagogique, une patrouille pour avoir plus de cadavres à la haine. Un autre point qui peut caractériser l'antimilitarisme, c'est l'opposition entre les soldats et les officiers supérieurs. Bien évidemment, puisqu'il y a une obéissance absolue, les officiers supérieurs sont en opposition totale avec leurs soldats, et entre les combattants et les non-combattants. Beaucoup d'auteurs insistent sur le confort qui n'est pas toujours relatif, dans lequel vivent les gradés, tandis que les soldats sont dans les tranchées, dans la boue et tout le reste. Je pense à Jules Romain, dans un livre qui s'appelle Prélude à Verdun, qui décrit avec beaucoup de minutie, mais avec aussi ironie, l'attitude des gradés, qui considèrent que pour pouvoir bien commander, il faut être à l'abri, il faut être au chaud, il faut avoir un certain confort pour pouvoir étaler les cartes, quand on n'est pas dans le cas de Joffre, qui, comme vous savez, n'y voyait rien, et donc on pouvait toujours bien lui montrer une carte, il ne pouvait pas la lire, ce qui ne l'empêchait pas de déclencher les attaques. Et donc, les gradés, dans ce cas-là, donc, doivent être sans perturbation non plus, et donc ils ne peuvent pas être à la tête de leurs hommes, parce que c'est trop perturbant. Le philosophe Alain écrit, lui, dans Mars ou la guerre jugée, donc ce n'est pas un récit, là, c'est vraiment une réflexion sur la guerre. Le trait dominant chez les chefs, autant que j'ai pu voir, c'est la paresse, fruit du pouvoir absolu. Un autre trait de l'antimilitarisme, c'est la dénonciation de l'ivrognerie. Alors l'ivrognerie qui règne dans toute l'armée, je pense que là encore, les exemples, on pourrait les multiplier presque à l'infini, mais je vais prendre celui que donne Emilio Lussu dans Les Hommes contre. Il parle d'une attaque contre les Autrichiens. Et il dit « Le vent soufflait vers nous. Du côté autrichien, nous venait une odeur de cognac, forte, concentrée, comme si elle s'échappait de caves humides restées fermées de longues années. Lorsqu'ils chantaient et criaient leur « hurrah », on avait l'impression que les caves ouvraient toutes grandes leurs portes et déversaient un flot de cognac. Je pense que ça donne une idée de l'ivrognerie. Alors, les officiers sont très souvent méprisés parce qu'ils sont incompétents et que leur seul souci, bien sûr, c'est pas de gagner la guerre, c'est de faire carrière. Et de façon paradoxale, je vais reprendre un italien, c'est Malaparte. Alors là encore, c'est pas quelqu'un qui est contre la guerre, Malaparte, hein, mais on peut dire que dans Viva Caporetto, il montre un certain antimilitarisme, puisqu'il célèbre la plus grande défaite italienne, et il la célèbre pour rendre hommage aux soldats contre l'incompétence absolue de leur commandement. Et je pense à un roman beaucoup plus récent, celui qui a eu le Goncourt il y a 2 ans, de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, qui présente au départ un officier qui, pour gagner un peu de galon, est prêt non seulement à faire tuer des soldats, mais comme ça ne va pas assez vite, à en tuer lui-même pour provoquer un incident dont il espère ensuite pouvoir tirer profit. Un autre aspect de l'antimilitarisme, c'est de montrer que dans cette affaire, les hommes perdent leur qualité de citoyen. Comment être citoyen quand on est soldat? Eh bien, c'est bien difficile. Et c'est donc le règne de l'oppression, alors à travers d'abord la justice militaire, dont le caractère le plus violent, c'est bien sûr celui des fusillés pour l'exemple. Là encore, je pourrais pratiquement aucun livre de la guerre de 14 laisse ce problème de côté. On pourrait donc multiplier les exemples. Je voudrais en prendre un autre encore, c'est le livre de Jean Amila, qui a écrit d'autres livres sous le nom de Meckert. Et Jean Amila, je pense c'est un roman policier, on peut dire, qui s'appelle Le boucher des Hurlus, et qui présente un groupe d'enfants, et notamment un enfant, donc orphelin de guerre, son père a été fusillé, sa mère a été enfermée dans un asile, et le voilà donc à la merci d'un institut religieux qui doit faire son éducation. Et cet enfant essaye de grouper, et arrive même à grouper ses camarades pour tuer le général qui a fait fusiller son père. Donc on voit là tout ce que les enfants pensent des généraux. Les hommes,
en cas de guerre, je disais, perdent leurs droits, et le brave soldat Schweck va nous le dire encore, il résume ainsi le problème, je cite, « Notre capitaine nous disait toujours, le soldat ne doit pas penser, son supérieur pense pour lui. » Donc, l'affaire est réglée. Je pense encore à une citation de Darien dans Biribi. Il écrit, donc, « Le jour où j'ai jeté mes effets de civil pour endosser l'habit militaire, j'ai dépouillé en même temps ma qualité de citoyen. Étant soldat, je suis un peu plus qu'une chose, puisque j'ai des devoirs, mais beaucoup moins qu'un homme, puisque je n'ai plus de droits. » Donc on condamne dans l'antimilitarisme la perte, comme je disais, de la condition de citoyen, mais on condamne aussi la perte tout simplement de la qualité d'homme. Et les antimilitaristes disent qu'il n'y a pas de gloire, qu'il n'y a pas de héros, qu'il n'y a pas de faits glorieux, mais une boucherie et des meurtres. Et quand il y a du courage, le plus souvent, il est particulièrement stupide. Et c'est donc la négation de la civilisation qui est ainsi condamnée. Octave Mirbeau écrit dans un roman largement autobiographique, Sébastien Roch, « Malgré l'habitude, malgré l'éducation, je ne sens pas du tout l'héroïsme militaire comme une vertu. Je le sens comme une variété plus dangereuse et autrement désolante du banditisme et de l'assassinat. » Et plusieurs auteurs présentent des soldats, notamment pendant la guerre de 14, qui, obligés d'être soldats, refusent de tuer. Je pense à Roger Martin Dugard dans l'été 14, où, je ne sais plus comment il s'appelle, décide qu'il n'utilisera pas ses armes. Je pense aussi à Henri Poulaille dans Pain de soldat, qui nous présente un soldat qui, tout au long de la guerre, eh bien, s'efforce de ne jamais utiliser son arme. Anatole France, lui, dans les opinions de M. Jérôme Coignard, se moque, enfin réfléchit sur l'État militaire et se prononce largement contre cet État. Et puis, il essaye de montrer ce qui peut être ridicule, c'est cette façon de nier l'individualité et le fait que chaque soldat, en définitive, en est réduit à une sorte de participant à un troupeau. Et il dit: les soldats portent des habits bleus et blancs, bleus et rouges, gris et bleus, des rubans, des plumets, des cocardes, qui leur donnent sur les filles l'avantage du coq sur la poule. Alain, lui, toujours dans Mars ou la guerre jugée, nous amène à réfléchir sur ce qui fait le prestige militaire. Et il explique que c'est un sentiment esthétique. On finit par être séduit par la beauté d'un défilé, par la musique, par l'ordre, par l'action commune. Et il montre le danger, évidemment, de cela. Je citerai encore Céline et Voyage au bout de la nuit, qui, vous vous souvenez, dans les premières pages, nous montre une scène où on voit un gradé, certes courageux, au milieu de la route, alors qu'il reçoit, enfin qu'il y a des mitrailleuses qui lui tirent dessus, et qui ne bouge pas d'un poil. Bon, courage, certes, mais enfin, il se fait descendre pas longtemps après. Et donc, un certain nombre d'auteurs nous montrent que le vrai courage, c'est sûrement pas de combattre, mais c'est de s'opposer au combat, c'est de dire non. Et on le voit à plusieurs reprises dans Loussou, les hommes contre, le titre lui-même, bien que ce ne soit pas le titre donné par Loussou à l'origine, mais on voit les soldats qui disent que ce qu'il faudrait, c'est tuer tous les officiers, et qui, à un moment, dans le témoignage qui nous est porté, le font. Et puis, je pense encore à un livre de Ruffin, Le Collier rouge, qui est paru il n'y a pas très très longtemps, et qui montre aussi que le vrai courage, en définitive, ce qu'on demande aux soldats, c'est d'être comme un chien, c'est-à-dire d'obéir et d'être loyal, mais que le vrai courage, c'est de savoir justement être un homme et de pouvoir dire non. Pour reprendre ce que disait David Gozlan à l'instant, l'antimilitarisme, une des grandes caractéristiques, c'est bien sûr l'anticléricalisme. Le lien entre le sabre et le goupillon est sans cesse mis en avant. Je vais juste lire un petit extrait de ce que dit Azek dans Le brave soldat Schweck. À chaque exécution d'un condamné à mort assiste un prêtre qui l'obsède de sa présence. En Prusse, le pasteur escorte le malheureux jusqu'à la hache. En France, le prêtre l'accompagne au pied de la guillotine. En Amérique, le condamné auquel le fauteuil électrique tend les bras est également flanqué d'un prêtre. En Espagne, un ecclésiastique est indispensable à une pendaison. En Russie, un pope barbu honore de sa présence l'exécution des révolutionnaires, etc. Et en tous ces lieux, les serviteurs des églises brandissent leurs crucifix comme pour dire « on va te couper la tête, on va te pendre, on va t'égorger, ton corps va être traversé par 15 000 volts,
mais ta souffrance n'est rien du tout auprès de celle du crucifié. Voilà donc, disons, ce que je voulais dire pour ce qui est autour de la guerre de 14. Mais l'antimilitarisme a quand même commencé avant. Et au XIXe siècle, je voudrais prendre un seul exemple, c'est la Chartreuse de Parme de Stendhal. Alors évidemment, c'est peut-être pas la première idée qui vient d'y voir de l'antimilitarisme, mais quand même, quand on pense à la manière dont Stendhal parle de la bataille de Waterloo, ce qui a fait une nouveauté dans la littérature, c'est de parler de cette bataille d'une façon qui n'était pas habituelle, on voit que Stendhal présente son héros, Fabrice Del Dongo, dans la bataille de Waterloo. Fabrice a été élevé par sa mère, sa tante, avec un livre d'images dans lequel il y avait les grandes batailles chevaleresques, des beaux coups d'épée, la gloire, etc. Et il va à Waterloo en pensant qu'il va trouver sur le terrain la même chose. Et sur le terrain, vous vous souvenez, il n'y reconnaît rien. Il ne voit même pas qu'il est dans une bataille. Il pensait trouver des gens chevaleresques. Pas du tout. Il se fait voler son cheval. Qui plus est, il ne le sait pas, mais c'est quand même par son père. Et le voilà qui ne peut même pas donner un coup de fusil, rien du tout. Et on voit donc que, sans doute pas volontairement peut-être de la part de Stendhal, mais objectivement, c'est une manière de dénoncer ce qu'on appellerait la gloire militaire qui visiblement n'est pas présente. Au XVIIIe siècle, les hommes des Lumières se sont penchés sur la question de la guerre. Si on lit Voltaire, Candide, bien sûr. On se souvient du chapitre contre la guerre. Mais il y a aussi une partie qui est plus antimilitariste. Et dans Candide toujours, voilà Candide qui vient d'être recruté. On nous dit, on le mène au régiment, on le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas, et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal, il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10 et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Et on voit là la moquerie à l'égard de la formation militaire. Et là aussi, dès le XVIIIe siècle, bien sûr, l'anticléricalisme est lié, puisqu'on se souvient que Voltaire nous montre les prêtres qui bénissent les deux armées. Mais je vais faire un grand saut dans le temps, parce que je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, et on va donc aller dans l'Antiquité grecque. La démocratie athénienne du 5e siècle, les Athéniens ont gagné la guerre contre les Perses. Ils ont gagné la guerre aussi, ils ont fait la guerre aussi contre les Lacédémoniens. Et je pense à un discours de Périclès qui nous est rapporté par Thucydide, qui s'interroge sur la manière dont les Athéniens gagnent la guerre. Et Périclès dit la chose suivante. Il nous montre que la guerre n'est pas acquise par la militarisation de la société. Il dit, à propos des Athéniens, « Nous nous distinguons de nos adversaires par notre façon de nous préparer à la pratique de la guerre. Notre ville est ouverte à tous, car notre confiance se fonde peu sur les préparatifs et les stratagèmes, mais plutôt sur la vaillance que nous puisons en nous-mêmes au moment d'agir. Et pour l'éducation, contrairement à ces gens qui établissent dès la jeunesse un entraînement pénible pour atteindre au courage, nous, avec notre vie sans contrainte, nous affrontons au moins aussi bien les dangers équivalents. » Et l'on voit qu'on cherche à préserver les droits du citoyen dans toutes les circonstances. Les Grecs ont gagné la guerre contre les Perses, et il y en a un témoignage dans une pièce de théâtre d'Échille qui s'appelle « Les Perses », où on voit la reine des Perses ne pas comprendre comment il se peut que l'armée perse, tellement supérieure en nombre à l'armée des Grecs, ait pu être vaincue. Et elle demande aux messagers, elle dit, quel chef, à propos des Grecs, quel chef est à leur tête et commande leur armée? Et la réponse du messager, c'est, ils ne sont esclaves ni sujets d'aucun homme. Et donc, quand les Perses sont des soldats, les Grecs restent des citoyens. L'exemple le plus intéressant d'antimilitarisme, c'est un aspect qui n'est peut-être pas le plus évident habituellement, c'est dans l'œuvre fondatrice de la littérature occidentale, à savoir l'Iliade. Que voit-on dans l'Iliade? Ce n'est pas le récit de la guerre de Troie, l'Iliade, c'est le récit de la colère d'Achille. Et Achille, on ne peut pas non plus dire qu'il ne soit pas un bon guerrier. C'est un bon guerrier, mais il veut combattre quand il veut, quand il le décide, pas quand on le lui commande. Et donc, au début de l'Iliade, il refuse
de se battre tant que Agamemnon lui aura pas rendu sa captive. Et non seulement il refuse de se battre, mais il injurie Agamemnon, qui est quand même le roi des rois, le chef des chefs. Il lui dit publiquement, devant l'assemblée de l'armée, « sac à vin, œil de chien, cœur de cerf ». Bon, il met même la main au côté pour prendre son épée, mais là, il y a Athéna qui arrive et qui lui dit « calme ». Donc il ne tue pas le chef des chefs, mais il se retire sans combattre, et il va sous sa tente, et puis il ne combat pas. Même l'ambassade d'Ulysse n'y fera rien. Si on traduit ça en langage 1914, il y a refus du combat, voie de fait contre le chef et désertion. On voit ce qui lui serait arrivé. Il ne lui arrive rien du tout à Achille, parce que Agamemnon n'a aucun moyen de coercition contre lui, sinon d'essayer de le convaincre. On voit donc là une discipline librement consentie, il y a longtemps. Et enfin, dernier exemple, toujours pris chez les Grecs, dans le théâtre, cette fois-ci dans le théâtre comique, dans le théâtre d'Aristophane, une pièce qui se joue encore, dont je vous recommande la lecture, et d'aller la voir si c'est l'occasion, qui s'appelle Lysistrata. L'héroïne est donc une femme, et elle décide de réunir toutes les femmes d'Athènes parce qu'elles sont lasses de voir les hommes à la guerre. Et donc elle décide de lutter contre la guerre, de mettre fin à la guerre en se refusant à leurs maris ou à leurs amants tant que la guerre durera. Il faut donc faire prêter un serment à toutes les femmes de tenir bon. Alors Lysistrata, le nom choisi par Aristophane, est très intéressant parce qu'il a une étymologie. Lysistrata, ça veut dire celle qui disloque l'armée. Qui l'a détruit. Bon. Elle fait donc prêter un serment, et notamment, alors les femmes doivent se refuser aux hommes, et notamment, elles ne feront pas la lionne sur la râpe à fromage. Les Grecs ont de l'imagination. Donc, ces derniers exemples, c'est pour montrer qu'il est criminel d'arrêter l'étude du grec et de l'empêcher pour les prochains enfants. Donc en conclusion, on voit donc que l'antimilitarisme se caractérise par la volonté de garder son libre arbitre, même en temps de guerre, et de dire non, et que c'est célébré depuis fort longtemps dans la littérature. Alors toutefois, chez les Grecs anciens, l'anticléricalisme n'est pas très net. Hein. Bon. Parce que les dieux se partageaient, donc on pouvait chacun de son côté invoquer ses propres dieux. La guerre de 14 a été sans doute un moment très important pour la littérature antimilitariste, qu'elle inspire encore aujourd'hui. On trouve donc des œuvres très variées, des œuvres de réflexion, des romans, des pièces de théâtre, etc. Et je crois que je vais terminer par une phrase de Victor Hugo, c'est encore ce qu'il y a de mieux, qui disait « Le casque, aussi bien que la calotte, amoindrit le cerveau ».